Le Pierre Stamboul, la Nakba ne sera jamais légitime. Oslo, c'est fini, suite. 1.5 Oslo a aussi créé le mythe du processus de paix. Depuis plus de 20 ans, la communauté internationale somme les Palestiniens de faire des concessions, d'être raisonnables, bref, de capituler sur les revendications historiques du peuple palestinien. On a eu droit aux négociations chapeautées par ceux qui arment et soutiennent inconditionnellement l'État d'Israël, à savoir les États-Unis. Un tel processus ne pouvait mener qu'à la farce meurtrière des négociations de Camp David et de Tabac. Charles Anderlin, dans son livre « Le rêve brisé », histoire de l'échec du processus de paix au Proche-Orient, 1995-2002. En note, Charles Anderlin a été pendant plus de 30 ans le correspondant de la chaîne de télévision France 2 en Israël. Fin de note. Charles Anderlin a montré jour par jour ce qui a été à l'œuvre. Les offres entre guillemets généreuses israéliennes consistaient à garder Jérusalem et les blocs des colonies, tout en refusant le droit au retour des réfugiés palestiniens. Quand il est devenu clair que Yasser Arafat ne signerait pas, le 27 janvier 2001, Bill Clinton et Ehud Barak l'ont menacé ouvertement de mort en promettant, ce qu'ils feront du reste, de lui faire porter la responsabilité de l'échec. Par la suite, on a eu droit au quartet diplomatique. États-Unis, Union européenne, ONU, Russie, chargés d'établir une feuille de route pour la paix. C'était en 2003. Le nombre de colons vivant au-delà de la ligne verte a quasiment doublé depuis cette date, sans que cela n'entraîne la moindre mesure de rétorsion. Au contraire, quand le Hamas remporte les élections parfaitement démocratiques de 2006, la réaction de la communauté internationale est immédiate. Il y a unanimité pour considérer que le Hamas est une organisation terroriste, alors que sa participation au scrutin n'avait posé aucun problème aux observateurs internationaux. En leur temps, Menachem Begin et Yitzhak Shamir, avant de devenir l'un et l'autre Premier ministre, avaient été d'authentiques terroristes. En conformité avec les résultats électoraux validés par tous les observateurs, Ismaël Haniyeh du Hamas devient Premier ministre. Et l'Union européenne coupe aussitôt les vivres à l'autorité palestinienne en provoquant le chaos, car pendant plusieurs mois, les fonctionnaires ne seront pas payés. Cette communauté internationale, entre guillemets, qui n'a jamais fait la moindre pression sur Israël, va considérer que l'autorité palestinienne est la seule représentante du peuple palestinien. Les élections de 2006 avaient montré le contraire, et depuis, la diversité des opinions et des stratégies est encore plus évidente. L'occupation, le pourrissement de la situation et le déni du droit ont fragmenté la Palestine et ont accentué les divisions. La communauté internationale va sommer Mahmoud Abbas de se débarrasser du Hamas. Les récits que nous avons entendus sur les affrontements de juin 2007 à Gaza, qui ont permis au Hamas de prendre le contrôle du territoire, infirment la version officielle. Il semble que, peut-être conseillé par des Occidentaux, Mohamed Dahlan ait préparé un coup d'État sans prévenir son propre parti. Voyant que le coup de force allait échouer, il s'est enfui et de nombreux militants du Fatah, surpris, ont été tués. On lit en note. Ce dirigeant du Fatah, c'est-à-dire Mohamed Dahlan, est très critiqué pour la corruption qu'il a organisée à Gaza. De nombreux interlocuteurs rencontrés à Gaza estiment qu'il est à l'origine des affrontements de 2007. Fin de note. Autre conséquence assez incroyable des accords d'Oslo, les accords d'association entre l'Union européenne et Israël. Ils ont été signés le 20 novembre 1995 dans la foulée des accords d'Oslo, dont il s'agissait de faciliter la réussite. Ils sont entrés en vigueur le 1er juin 2000, plus de 4 ans après leur signature, il y a de quoi s'interroger, et sont devenus une machine de guerre contre la Palestine. Ils permettent aux Israéliens d'écouler leurs produits, y compris ceux des colonies, quasiment sans taxes partout en Europe.
L'Union européenne, qui est le premier partenaire économique d'Israël, dispose d'un levier formidable, l'abrogation de cet accord. Malgré la colonisation, malgré les massacres à Gaza, malgré les violations permanentes du droit international, cet accord est toujours en vigueur. Il faut ajouter à l'illusion d'Oslo l'attitude du gouvernement égyptien. Celui-ci, quels que soient ses dirigeants, a toujours scrupuleusement maintenu des rapports amicaux avec Israël. Depuis la restitution du Sinaï en 1979, l'Égypte a activement participé au blocus de Gaza. Elle a organisé des comédies comme les sommets de Sharm el-Sheikh en présence de tous les grands de ce monde. Celui de 1996 avait pour but de lutter contre le terrorisme, pas le terrorisme de l'occupant, cela va de soi. Celui de 2009, jusqu'après le massacre de plomb durci à Gaza, a attribué aux Palestiniens la responsabilité du massacre. Les nostalgiques d'Oslo estiment que, puisque jamais Israël n'acceptera la fin de l'État juif, il faut s'appuyer sur l'ONU qui a reconnu Israël dans les frontières de 1949-1967, mais n'a pas reconnu les conquêtes de 1967. Certes, telle est la position de l'ONU, mais il ne faut pas confondre légal et légitime. L'expulsion de la plupart des Palestiniens de leur propre pays n'est pas et ne sera jamais légitime. Même sans les conquêtes de 1967, il y aurait une question palestinienne et un crime fondateur à réparer. Les signataires palestiniens des accords d'Oslo sont allés au bout des concessions possibles. Mais dans la direction sioniste, la seule divergence porte sur la méthode à utiliser pour maintenir la domination absolue sur les Palestiniens. Croire que le processus d'Oslo puisse être le point de départ d'une paix juste fondée sur l'égalité des droits a été démenti en permanence par ce qui s'est passé depuis. La colonisation, la fragmentation de la Palestine et la complicité de la communauté internationale ont détruit définitivement un processus qui était profondément injuste au départ.